Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Spatialist dans lequel je vais vous parler de ce qui nous tourne littéralement autour en permanence, les débris spatiaux. Peut-être que la première image qui vous vient à l'esprit quand on évoque les débris spatiaux, c'est un boulon, un morceau de câble ou encore une poubelle d'astronaute. Mais c'est pas tout à fait ça. Et c'est ma première info. Un débris spatial, c'est un objet de fabrication humaine qui se trouve en orbite autour de la Terre et qui ne sert plus à rien. On trouve en orbite environ 34 000 gros objets de plus de 10 cm qui ne sont pas tous des débris. Et parmi ces 34 000, on en surveille 20 000. Et il y a des petits objets, entre 1 et 10 cm, qu'on évalue environ à 300 000. Pour les débris plus petits qu'1 cm, il y en a sûrement plusieurs dizaines de millions. Il existe un organisme militaire américain qui répertorie et surveille les gros objets en orbite, dont font partie les débris de plus de 10 cm. Et parmi ces objets catalogués et suivis, plus de la moitié est constituée de morceaux de satellites qui sont entrés en collision, même si ça arrive rarement, mais je vais y revenir. Ensuite, on trouve des satellites morts à 17%, contre 5% de satellites opérationnels, et des étages supérieurs de fusées qui ont aidé les satellites à atteindre l'orbite souhaitée, qui s'en sont détachés et qui restent ensuite dans l'espace. Tous ces objets, débris compris, se concentrent principalement sur 3 zones. L'orbite basse, jusqu'à 2000 km d'altitude, là où se trouve la grande majorité des débris, l'orbite moyenne, autour de 20 000 km d'altitude, et l'orbite géosynchrone, autour de 36 000 km d'altitude. Généralement, les images utilisées pour illustrer le sujet des débris spatiaux ressemblent à celle-ci, mais c'est trompeur. Certes, les débris sont nombreux, mais il ne faut pas oublier que l'espace, c'est bien plus grand que tout ce qu'on peut imaginer. Quand les astronautes sont dans la Station Spatiale Internationale, elles ne baignent pas dans une mare de déchets, et il est très rare d'ailleurs qu'on puisse voir un satellite à l'œil nu quand on est dans l'espace. Pour mieux se figurer la densité des gros objets, donc ceux de plus de 10 cm, découpez mentalement l'espace autour de la Terre en volume de la forme d'une boîte à chaussures. Mais attention, des boîtes à chaussures de 100 km de haut, soit la distance entre le sol et l'espace, 100 km de large, disons la distance entre deux villes, et 1000 km de long, soit la taille de la France. Ça fait de très très grosses chaussures. Maintenant, dans chaque boîte, placez-y un objet de la taille d'un point. Et voilà, vous avez désormais une meilleure idée de la densité de ce qui se trouve en orbite. Même si on est loin des images de nos décharges bien terrestres à ciel ouvert, ça pose un certain nombre de problèmes. Mais pas forcément ceux qui y sont associés quand on en parle, et c'est ma deuxième info. Quand on entend débris, on pense déchets, pollution, problèmes environnementaux. Mais il faut pas tout mélanger. On peut pas mettre sur le même plan les déchets plastiques dans nos océans, par exemple, et les déchets en orbite. En l'occurrence, même si on s'en passerait bien, évidemment, les débris spatiaux ne gênent aucun être vivant, ne sont un danger pour aucune espèce et ne bouleversent aucun écosystème. Ils sont dans le vide immense de l'espace où rien ne vit. À part les astronautes en mission à bord de l'ISS, et pour eux, en revanche, c'est un problème sérieux, mais qui n'a abouti à aucune catastrophe jusqu'à présent. Cela dit, le danger est de plus en plus grand. Concernant les débris qui finissent par retomber, ceux de l'orbite basse, ce qui peut prendre entre quelques instants et quelques dizaines d'années selon les cas, ils se consument dans l'atmosphère et il n'en reste plus rien. Il faut vraiment qu'ils soient très très gros pour que quelques morceaux arrivent entiers jusqu'au sol, en général dans les océans, comme pour la station Mir par exemple. En tout cas, l'atmosphère est utilisée pour réduire le nombre de déchets en orbite, pour les satellites en fin de vie, mais aussi pour les véhicules de fret qui servent de poubelle à la Station Spatiale Internationale. Tout brûle pendant la rentrée atmosphérique et il ne reste plus rien, c'est pratique. Mais est-ce qu'on ne pollue pas l'atmosphère en faisant ça? Bah si, plus qu'en y faisant rien cramer, c'est évident. Mais c'est totalement négligeable. L'ensemble des artefacts en orbite autour de la Terre représente en tout 8000 tonnes, déchets et satellites opérationnels compris. Même si ces 8000 tonnes devaient brûler dans notre atmosphère, ce qui ne se produira jamais en une seule fois de toute manière, et ce qui laisserait passer de très rares morceaux jusqu'au sol de toute façon, ce serait une goutte d'huile par rapport aux plus grosses marées noires qu'on a pu connaître, et qui se chiffrent en plusieurs centaines de milliers de tonnes de pétrole déversées dans l'océan pour chacune d'entre elles, certaines ayant même dépassé le million. On n'est vraiment pas sur les mêmes échelles. Et pour les débris qui retombent entiers sur Terre avant même d'atteindre l'espace, en général les propulseurs des fusées et les premiers étages, il est évident que ce serait mieux que l'océan ne leur serve pas de cimetière. Tous les modèles de lanceurs au monde sont malheureusement à usage unique, à l'exception de ceux développés par SpaceX, une société privée américaine qui récupère les premiers étages pour les réutiliser, et à l'avenir qui récupérera aussi toutes les coiffes. Pour tous les autres, ça représente une grosse centaine de fusées par an qui finissent au fond de l'eau. C'est trop, je suis d'accord, mais comparé aux 8 millions de tonnes de plastique qu'on déverse dans l'océan chaque année et qui, contrairement aux fusées, peuvent être ingérées par les animaux marins, bon. Oui, le spatial pollue, mais je polluerais sans doute beaucoup plus si ma collection de Rubik's Cube était jetée à la mer. Pour finir sur cette histoire de pollution, il arrive, mais extrêmement rarement, que des débris spatiaux retombent sur de la terre ferme. Il y a quelques exemples connus. Je sais pas combien exactement, mais je crois qu'on peut les compter. Bon, là encore, même si c'est embêtant, on n'est pas sur une urgence absolue.
Sachez en tout cas qu'aucun être humain n'a jamais été blessé par un débris spatial. Tout simplement parce que la probabilité pour que ça arrive est de 1 sur 1000 milliards. On a 1 million de fois plus de risques d'être frappé par la foudre. Voilà. Les débris spatiaux, c'est donc embêtant dans l'espace. Pour l'instant, on les surveille, on fait des manœuvres, et si assez peu de dégâts sont à déplorer, il y a tout de même de quoi s'inquiéter pour l'avenir. Et c'est ma troisième info. Dans les années 70, un astrophysicien américain nommé Donald Kessler et qui travaille à la NASA s'intéresse au sujet et publie un article en 78 dans lequel il utilise un modèle mathématique pour prévoir le moment où une ceinture, c'est le terme qu'il utilise, de débris spatiaux serait trop importante pour pouvoir continuer les activités spatiales en toute sécurité. Suite à ce travail, la NASA ouvre un bureau spécial pour s'occuper de la question des débris spatiaux et lui en confie la direction. Plus tard, on nommera donc le syndrome de Kessler la réaction en chaîne qui se produirait si trop de débris spatiaux devaient se trouver en orbite, entraînant des collisions de plus en plus nombreuses et donc toujours plus de débris, etc. etc. Pour le moment, la situation est loin d'être préoccupante, mais elle pourrait le devenir avec la démocratisation des satellites de plus en plus petits et l'arrivée des constellations géantes impliquant des milliers de satellites. Avant d'y revenir, je voudrais juste signaler que pour le moment, aucun pays n'a de loi qui contraigne les agences, les opérateurs et les industriels à limiter le nombre de débris qu'ils pourraient occasionner. Sauf la France. Il s'agit de la loi sur les opérations spatiales de 2008, le terme débris spatiaux y est clairement écrit, et sachez que selon l'article 11, vous êtes passible de 200 000 € d'amende si vous lancez un truc dans l'espace sans autorisation. Ça fait réfléchir. Mais revenons aux débris spatiaux. À la rentrée, on a failli avoir un gros souci, et c'est ma quatrième info. Vous avez peut-être vu passer ce thread de l'Agence spatiale européenne sur Twitter. Dans le premier message, l'ESA dit ceci. Pour la toute première fois, nous avons procédé à une manœuvre d'évitement pour protéger un de nos satellites d'une collision avec une méga constellation. Bon, c'est peut-être un petit peu mélodramatique comme communication. Déjà, le satellite en question n'allait pas entrer en collision avec une méga constellation, en l'occurrence celle nommée Starlink. D'abord parce que seulement 60 premiers satellites sur plusieurs milliers avaient été lancés, et ensuite parce qu'on se collisionne avec un satellite et non pas avec une constellation entière. Vous allez me dire, je chipote, mais là où il y a un peu de mauvaise foi également, ce sont dans les premiers mots, pour la toute première fois. À les entendre, ils n'avaient jamais procédé à aucune manœuvre d'évitement auparavant. C'est évidemment faux. En 2018, il y en a eu 28, soit plus de 2 par mois en moyenne. Par contre, généralement, il s'agit d'éviter une collision d'un satellite en activité avec un débris. Il est assez rare pour 2 satellites en activité de devoir s'éviter mutuellement. Disons que le terme « première fois » portait juste sur le fait que ça impliquait un satellite d'une méga constellation. Mais là encore, c'est un peu tiré par les cheveux. Starlink est la toute première méga constellation, donc ça n'existait pas avant. Et en plus, elle n'en est même pas encore techniquement une, puisque seuls 60 satellites avaient été lancés. Mais bon, on peut comprendre l'agacement, et donc ce choix de communication. En effet, Starlink est un projet de la société d'Elon Musk, SpaceX. Le 28 août dernier, l'ESA et SpaceX avaient échangé sur le fait qu'il y avait un risque de collision sur 100 000 entre leurs 2 satellites. Ils avaient finalement décidé de ne rien faire. Mais le 2 septembre, c'est monté à 1 sur 500. Hors de question de faire courir de risques à notre observateur de l'atmosphère, Aeolus, un satellite scientifique d'une tonne 3. L'ESA tente donc de contacter SpaceX à nouveau pour savoir qui gère quoi. Mais en vain, ils sont restés injoignables, et l'Agence spatiale européenne a dû faire la manœuvre. On comprend l'agacement. Plus bas dans le thread, il y a une réflexion sur le futur de ce genre de manœuvre. L'ESA pense qu'à l'avenir, si les méga-constellations se développent, il deviendra impossible d'effectuer des évitements manuellement, mais qu'il faudra laisser une intelligence artificielle les gérer. Ça pose aussi la question de la responsabilité des opérateurs privés. Visiblement, SpaceX n'a personne encore en charge de ce genre de problème. Et d'ailleurs, rien ne les y oblige. C'est embêtant. Rappelons quand même que SpaceX est le seul à faire des lanceurs réutilisables. Blue Origin aussi, mais ils n'ont jamais fait de lancements commerciaux et ils restent dans le suborbital. Mais l'ironie de cette histoire, c'est que le satellite Starlink en question, qui a dû être évité, faisait partie des quelques satellites de la constellation qui descendaient au lieu de monter. En l'occurrence, celui-ci descendait volontairement dans le cadre d'une validation d'un processus de fin de vie. SpaceX, avec cet exemplaire, était en train de tester sa solution pour ne justement pas laisser de débris spatiaux parmi la flotte de Starlink. Alors qu'encore une fois, rien ne l'y oblige. Ce petit incident diplomatique n'a pas eu de conséquences dans l'espace. Les 2 satellites se sont évités, mais en revanche, saviez-vous que la majorité des débris sous forme de fragments provient de démonstrations de force? C'est ma 5e info. Regardez ce graphique. En bas, en vert et orange, ce sont les étages supérieurs de fusée et tout ce qui peut rester d'un lancement qui s'est passé sans problème. Des dispositifs de séparation, des caches de protection, ce genre de choses.
Au-dessus, en bleu, vous avez les satellites, qu'ils soient morts ou encore opérationnels. Et la courbe rose, ce sont les débris issus de collisions et d'explosions. Comme vous pouvez le voir, il y a eu 2 pics, un en 2007 et un en 2009. Ces courbes s'arrêtent en 2015, mais on peut compter un autre incident en 2019. Celui de 2007, qui a provoqué un pic impressionnant de débris, est dû à la destruction volontaire d'un satellite chinois, par les Chinois eux-mêmes, qui procédaient à un test militaire. Ils ont démontré par là même qu'ils étaient capables de détruire avec leurs armes un satellite situé à plus de 800 km d'altitude. Ambiance. En 2019, l'Inde a procédé au même genre de test de missiles anti-satellites, avec succès. Cela dit, ils ont généré beaucoup moins de débris que les Chinois et l'altitude de la destruction était plus basse. Mais ça ne contribue tout de même pas à une bonne ambiance géopolitique. Désormais, 4 pays au monde possèdent ce genre d'armes. Les États-Unis et la Russie, qui ne s'en sont pas servis depuis les années 80, et désormais la Chine et l'Inde. Quant à l'accident de 2009, un satellite mort depuis 1995 et un satellite en service sont entrés en collision à environ 800 km d'altitude. Alors j'ai pas parlé de vitesse jusque-là, mais dans ce cas, ils allaient jusqu'à 40 000 km/h. Vous imaginez le choc? Bon bref, pas de crise diplomatique à ce sujet, mais beaucoup de débris. Cela dit, si on regarde à nouveau les courbes, on peut voir que le nombre de débris diminue un peu avec le temps. C'est tout à fait normal. Plus les débris se trouvent bas, plus les frottements avec l'atmosphère résiduelle sont importants. Ça les freine, ils orbitent de plus en plus bas, et ils finissent consumés dans l'atmosphère. C'est un peu le mot d'excuse des Indiens pour leurs tests de missiles. Oui, mais on l'a fait à basse altitude, donc ça limite les débris. Soit. Ne pas détruire de satellites en aurait fait encore moins. Et voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur ce sujet passionnant que sont les débris spatiaux, et je vous conseille de voir le film Gravity, si vous ne le connaissez pas encore. J'espère que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, et à vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la cloche. Je vous conseille aussi de vous abonner au compte Instagram de String Theory pour des contenus scientifiques et fun tous les jours. À très vite!